bright as you can have a brother who's so... Don't call me stupid. Apologize. All right, I apologize. You're really sorry? I'm really, really sorry. I apologize unreservedly. Un gang composé de 4 personnes s'apprête à réaliser un vol de diamants. Il y a Wanda, une femme fatale et manipulatrice, Otto, un ex-agent de la CIA qui déteste les Anglais, mais pas que, Ken, un homme timide et bègue, et George, le cerveau du groupe. Le braquage se déroule sans accroc et les 4 complices s'enfuient avec un magot de plusieurs millions de dollars. Mais les choses se compliquent rapidement lorsque Wanda et Otto décident de trahir George et de le dénoncer à la police. George est arrêté et emprisonné, mais il refuse de révéler où il a caché les diamants. Wanda et Otto se tournent alors vers Ken, le seul à connaître l'emplacement du butin. Malheureusement, Ken est loin d'être aussi malin que ses anciens complices, et les tentatives de séduction de Wanda restent sans effet. Wanda finit par s'acoquiner avec Archie, l'avocat bourgeois et coincé de George, mais ses intentions ne sont pas pures. Elle compte utiliser Archie pour retrouver les diamants que George a cachés. S'ensuit une série de mensonges, de trahisons et de manipulations, où chaque personnage tente de tirer son épingle du jeu. Charles Crichton était un réalisateur anglais né le 6 août 1910. Il débute sa carrière cinématographique dans les années 30 en tant que monteur sur une 50aine de films, avant de passer derrière la caméra en 1944 avec un film de guerre pour Ceux en péril, dont le chef opérateur n'est autre que Douglas Slocombe, qui fera plus tard la lumière des 3 premiers Indiana Jones et qui collabora sur plusieurs films de Crichton. Par la suite, le réalisateur s'est bâti une solide réputation avec 3 comédies très appréciées, À corps et à cri en 1947, Dolores Bar en 1951 avec Alec Guinness, probablement son film le plus connu de cette période, et Tortillard pour Titfield en 1953. Il est devenu connu pour son recours à des scénarios bien écrits et son sens exquis du rythme et du timing, résultat de ses premières années en tant que monteur. En 1962, il quitte le tournage de L'Évadé d'Alcatraz après une dispute avec la star et producteur du film Burt Lancaster. La réalisation sera finalement confiée à John Frankenheimer. Après ce revers, Charles Crichton n'a réalisé qu'une petite poignée de films avant de se tourner vers la télévision britannique. Pendant 2 décennies, il a gagné sa vie en réalisant des épisodes de séries cultes, notamment Chapeau melon et bottes de cuir, ou Cosmos 1999. C'est John Cleese qui incitera Crichton à sortir de sa retraite pour réaliser Un poisson de Wanda, qui restera son dernier film avant son décès en 1999, à l'âge de 89 ans. Smell, Maggie, smell. Now. John Cleese, un des humoristes anglais les plus connus dans le monde, est né le 27 octobre 1939. Son père était assureur qui, ironiquement pendant la Première Guerre mondiale, avait changé son nom de famille de Cheese en Cleese.
C'est à la BBC qu'il fait ses armes en tant qu'auteur et commence à écrire des sketchs pour le comique anglais Dick Emery, ainsi que des scénarios pour le programme satirique The Frost Report, dans lequel il joue également. C'est aussi là qu'il rencontre ceux qui deviendront plus tard les Monty Python, Eric Idle, Terry Jones, Graham Chapman et Michael Palin, qui seront rejoints plus tard par Terry Gilliam. En 1969, la chaîne privée Vamps TV, futur producteur de Benny Hill et Mr Bean, commande un nouveau programme qui a pour nom Monty Python Flying Circus. S'appuyant sur la nouvelle vague de comédies absurdes et satiriques des années 60, Monty Python est largement considéré comme un programme comique phare, introduisant de nouveaux concepts et approches parfois surréalistes. Malgré son succès critique et d'audience écrasant, Cleese voulait partir après la 3e saison. Il sentait que la qualité des scénarios avait décliné et qu'il était à court d'idées. Il prendra ses distances avec la troupe en 1974, le temps d'une série humoristique dont il est à la fois le créateur et l'acteur principal, L'Hôtel en folie, qui connaîtra 2 saisons. Cependant, Cleese est resté un élément clé de l'équipe des Monty Python, qui se tournera logiquement vers le cinéma avec leur premier long-métrage, Sacré Graal, un petit bijou d'humour absurde qui fera forcément l'objet d'une rétrospective. Suivra en 1978 La vie de Brian, une adaptation très libre des évangiles qui suscita quelques remous lors de sa sortie, et enfin Le sens de la vie en 1983, dernier film mettant en vedette tous les membres des Monty Python. Au cours des années 80, Cleese est apparu dans des films tels que la comédie Clockwise ou le western Silverado de Laurence Kasdan, avant de faire un carton tant critique que public avec Un poisson nommé Wanda. Il prêtera également sa voix dans un certain nombre de films d'animation, dont Shrek 2, 3 et 4, puis retrouvera le casting d'Un poisson nommé Wanda pour le sympathique mais nettement moins réussi Créature féroce. John Cleese est choisi ensuite pour remplacer Q dans 2 James Bond avec Pierce Brosnan, Le monde ne suffit pas en 1999 et Meurt un autre jour en 2002. Les années suivantes, on le verra dans quelques rôles plus anecdotiques comme le remake du jour où la Terre s'arrêta ou les 2 premiers films de la franchise Harry Potter. En 2023, il rejoint le casting du dernier film de Roman Polanski, The Palace, qui n'est pas encore sorti chez nous. Champagne. What's the matter? What are you doing? Champagne, dear, to welcome you home. Let me pour you a glass. Whose is the car? The car? Blocking the drive. Jamie Lee Curtis est né le 22 novembre 1958 en Californie. Ses parents n'étaient autres que Tony Curtis et Janet Leigh, 2 légendes du cinéma. Au départ, elle ne souhaitait pas suivre la voie de ses parents et voulait s'engager dans le social, mais elle a finalement abandonné ses études très vite pour devenir comédienne. Jamie Lee a commencé sa carrière d'actrice à la télévision, dans des séries comme Columbo ou Drôle de Dame, et c'est en 1978 qu'elle fait ses débuts au cinéma dans le classique de John Carpenter, Halloween, qui deviendra un succès majeur et pendant longtemps l'une des œuvres les plus rentables d'Hollywood. Cependant, malgré le succès inattendu du film, Jamie Lee trouve peu d'offres d'emploi par la suite, si ce n'est dans une série de productions horrifiques comme Le bal de l'horreur, Fog, où elle retrouve John Carpenter, Le monstre du train et Halloween 2. C'est grâce à John Landis qu'elle réussit à se débarrasser de son image de starlette de l'horreur, puisqu'il lui offrira le rôle d'Ophélia dans la comédie Un fauteuil pour 2, pour lequel elle remportera le BAFTA, les Oscars anglais, de la meilleure actrice dans un second rôle. Après s'être lancée dans différents projets qui lui ont valu des retours mitigés, tels que Perfect, où elle apparaît aux côtés de John Travolta, 2 films la propulseront dans la liste des comédiennes les plus populaires et sexy. Tout d'abord Un poisson nommé Wanda, rôle qui lui vaudra une nomination au Golden Globe, puis en 1994 True Lies de James Cameron, dont personne n'a oublié sa scène de striptease face à un Arnold Schwarzenegger qui n'en croit pas ses yeux, et nous non plus d'ailleurs. Pour ce rôle, elle sera une nouvelle fois nominée au Golden Globe, qu'elle remportera cette fois-ci. Entre ces 2 films populaires, on la verra en femme flic harcelée dans le brillant thriller Blue Steel de Catherine Bigelow,
My Girl d'Howard Ziff et Forever Young avec Mel Gibson. En 2002, Jamie Lee Curtis sera à l'affiche du Pas si mauvais que ça Virus, avant de reprendre son personnage de Laurie Strode dans une série de suites ou de reboots d'Halloween que j'ai vu, sauf le dernier, mais mon masochisme a des limites. Son dernier rôle important lui rapportera enfin la reconnaissance d'Hollywood puisqu'elle remportera l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Everything Everywhere All at Once que je n'ai toujours pas vu. Cette actrice talentueuse à la vie privée plus que discrète est également une célèbre auteure de livres pour enfants qui a réussi à susciter des réactions favorables de la part des lecteurs et des critiques. Oh, I really admire your work. Thank you. Well, I better As far not as keep you you go. No, anymore. no, fine. Right. Well, Thank you for this. I'll treasure it. au revoir. You speak French too. Kevin Kline, l'un des comédiens les plus polyvalents et respectés de sa génération, est né dans l'État du Missouri le 24 octobre 1947. Avant de se faire un nom dans le cinéma, Kevin Kline était un acteur de théâtre confirmé. Il a joué sur scène alors qu'il était encore étudiant à l'université et remportera plus tard de nombreux prix pour ses différentes performances. C'est donc assez tard qu'il débute sa carrière cinématographique et il commence fort avec le drame Le choix de Sophie, réalisé en 1982 par Alan J. Pakula et dans lequel il partage la vedette avec Meryl Streep. Outre le large succès suscité par le film, Kline a obtenu une nomination au Golden Globe pour son interprétation. L'année suivante, il décroche à nouveau l'or en jouant dans Les copains d'abord, l'exploration fondamentale de Laurence Kasdan sur l'anxiété des baby-boomers. 2 ans plus tard, Kline et Kasdan connaissent une nouvelle collaboration fructueuse avec Silverado, un hommage au western des années 50 et 60. Regarde-moi. Après avoir réalisé une solide performance dans Cry Freedom, le puissant drame sur l'apartheid réalisé par Richard Attenborough, la popularité de Kline monte en flèche grâce à son interprétation délirante d'Otto dans Un poisson de Mewanda, et pour lequel il remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Ce prix lui a valu une reconnaissance internationale et l'a établi comme un acteur autant adepte de la comédie que du drame. Après avoir épousé la jolie Phoebe Cates, qui jouait la petite amie du héros dans Les Deux Gremlins de Joe Dante, Kline attaque les années 90 avec une série de films à succès tels que Président d'un jour d'Ivan Reitman, In and Out de Frank Oz qui lui vaudra une autre nomination au Golden Globe. Il retrouve son réalisateur fétiche, Laurence Kasdan, dans la comédie Je t'aime à te tuer et dans le drame Grand Canyon. Au total, les deux hommes tourneront 6 films ensemble. On verra ensuite l'acteur dans Ice Storm d'Ang Lee, dans la médiocre adaptation de la série Les Mystères de l'Ouest, qui sera le plus gros échec de l'année 99, ainsi que dans le remake de La Panthère Rose, où il reprend le rôle de l'inspecteur Dreyfus. Si Kevin Kline a mis un frein à sa carrière cinématographique, il continue d'apparaître dans quelques films, dont le dernier qui n'est pas encore sorti chez nous, The Good House, et dans lequel il retrouve Sigourney Weaver, 30 ans après, président d'un jour. You pompous, stuck-up, snot-nosed, English, giant, twerp, scumbag, fuck-faced, dickhead, asshole! How very interesting. You're a true Bulgarian, aren't you? You're the Bulgarian, you fuck! Now apologize! What, me to you? Né le 5 mai 1943 en Angleterre, Michael Palin est surtout connu pour être l'un des membres fondateurs des Monty Python. Comme son compère et ami John Cleese, il a participé à tous les projets réalisés par la célèbre troupe, mais sa carrière cinématographique se limitera pour l'essentiel à jouer dans les films de ses petits camarades. Jabberwocky, Bandy Bandy, dans lequel il officie également comme scénariste, et Brazil, tous trois réalisés par Terry Gilliam. On le verra également dans Du vent dans les saules de Terry Jones. Sa passion pour l'écriture et les voyages lui ont donné l'occasion de faire le tour du monde et d'en tirer plusieurs documentaires produits et diffusés sur la BBC, chaîne où il a fait ses premiers pas. En 2000, Palin a été honoré du titre de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour ses services à la télévision,
et continue aujourd'hui de mettre en boîte des documentaires sur ses différents voyages effectués à travers le monde. Look, I'm sorry. I've handled this badly. Look, the physical side can wait. You need time. But will you think about it? La rencontre entre John Cleese et le réalisateur Charles Crichton ne date pas d'un poisson nommé Wanda. En effet, les deux hommes se connaissaient depuis très longtemps. Cleese admirait les comédies de Crichton et ils avaient essayé de faire un film ensemble en 1969, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Ils s'étaient alors promis de se retrouver un jour et c'est 14 ans plus tard que Cleese fera appel à Crichton pour travailler sur un nouveau projet, celui qui fait l'objet de cette rétrospective. Le studio Universal et le producteur Dino De Laurentiis devaient à l'origine produire le film, mais ils ont finalement renoncé au financement. La MGM a alors repris le projet avec Michael Chamber, le futur producteur de Bienvenue à Gattaca et Pulp Fiction, et qui avait également produit le premier film de Laurence Kasdan, Les copains d'abord, avec justement Kevin Kline. John Cleese a sorti de sa poche $160 000 pour l'écriture du scénario et a travaillé aux côtés de Crichton au rythme de 3 rencontres par mois pendant 2 ans et demi. Tout le casting a été choisi par Cleese. Logiquement, il a proposé le rôle de Ken à son complice de toujours, Michael Palin. Well, if you were just a little more urgent, where have they gone? Yes, that's And then good. That's he good. clearly Yes, can't. He's very never good. going to get it out. Very He's never good. So been I'll able to get it double out up on before. that, Diana. Where have they Okay, gone? I'll double that. Yeah. What? Have you got a stutter? I say, don't worry. Where have they gone? And then you start. And I do. Do you think you should do? Do you think when you say, where have they gone? Because when he really can't say anything is when people really want him to say something. When people are also a little het up. Yeah. Where have they gone? Concernant le rôle d'Otto, Cleese n'a pas eu à chercher bien loin puisqu'il avait déjà côtoyé Kevin Kline dans Silverado et que les deux comédiens avaient noué une belle complicité sur le tournage. Quant à Jamie Lee Curtis, la fille de John Cleese qui joue également sa fille dans le film, avait entraîné son père au cinéma voir Un fauteuil pour deux et il avait été immédiatement séduit par son charme et son énergie. Thank you. Glug, catch. I went back to the house, guess who? Let's make love. I probably didn't give you your cue soon enough. That's all it is. I think you Well, just... my feeling about these kind of things is it's necessary to do them a lot. And you just get a feeling of the rhythm of the thing then. And you don't have to act it, but you just have to kind of do the movements. Then I can begin to get a feeling of it. Another one. Pour le rôle de sa femme, Cleese est allé là encore chercher du côté de ses connaissances, puisqu'il était ami avec la comédienne Maria Etken, qui avait déjà fait une belle carrière au théâtre. Le directeur de la photographie n'est pas non plus un inconnu. En effet, Alan Humm a été chef opérateur sur les 3 derniers James Bond avec Roger Moore, Rien que pour vos yeux, Octopussy et Dangereusement Vôtre, ainsi que sur Runaway Train d'Andrei Konchalovsky et Le Retour du Jedi de Richard Marquand. Après 2 semaines de répétition, le tournage débute le 13 juillet 1987 à Londres, mais la MGM était préoccupée par l'endurance de Crichton, alors âgé de 77 ans, et qui n'avait pas réalisé de long métrage depuis 25 ans. Ainsi, John Cleese a accepté d'intervenir et de diriger au cas où Crichton tomberait malade pendant le tournage. Cleese a également partagé les crédits de réalisation, mais a admis plus tard qu'il ne connaissait rien à la technique et qu'il s'était présenté comme co-réalisateur uniquement pour rassurer les dirigeants du studio. Toutefois, d'un commun accord avec Charles Crichton, Cleese s'est beaucoup impliqué dans la direction d'acteurs dont une des difficultés était de s'adapter à des techniques de jeu très différentes. Action! I'm sorry I ate your fish, okay? I'm sorry! Jesus, I said I'm sorry! What's the It's very, very, very good. Very, very, very. Very, 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 very. No, very, 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 very good. Very good little death there. Oh, yeah. thank you. I know it's Well, you easy, know, but, I've died many times in my career. heard. And after this film comes out, I think it'll be yet another. Même si John Cleese était parfois pointilleux sur le respect de ses dialogues, il restait ouvert à l'improvisation et dans ce domaine, Kevin Kline était le roi. Avec lui, chaque prise était différente en apportant une nouvelle idée ou un petit détail qui enrichissait son personnage.
Oh, you're so... He thinks it's funny. I think that's funny, yes. Because I can imagine how annoying it is for a fish, that. I'm just thinking of something that's fairly destructive. We could bring back a fish. Hello, Ken Pets. Hey! It's that's right. That's it. That's perfect. Yeah. That's just something. Because they're English, you know, they're English fish. They're just dead. Yeah, They're just that's lying right, there. that's Like, come right. on, wake up! Après 10 semaines de tournage, le film part en post-production pour quelques mois, puis la production organise sa première projection test à Los Angeles. Suite aux réactions inconfortables du public, la MGM demanda au cinéaste d'adoucir la fin et de refaire une partie d'une scène dans laquelle le personnage de Michael Palin écrase un chien. À sa sortie, un poisson nommé Wanda a suscité des protestations de la part des membres d'une association de soutien aux personnes bègues en raison de la représentation cruelle et humiliante du personnage de Ken. J'avoue que personnellement, je suis toujours un peu gêné par ce genre de manifestation. La question est, est-ce qu'on peut se moquer du handicap sans pour autant se moquer des handicapés? Je le pense. De plus, le bégaiement de Ken, volontairement surjoué par Michael Palin et inspiré de son propre père qui était lui-même bègue, rend son personnage encore plus sympathique. Bon, heureusement, aucune association de protection animale ne s'est manifestée. Hello, Ken's Pets. Hey! Wake up! Wake up, limey fish! So, how are you gonna get friendly with this lawyer? I don't know. I'll improvise. Fucking insects. I thought Englishmen didn't like women, the way they talk. John Duprez est un musicien et compositeur britannique surtout connu pour son travail au cinéma, à la télévision et au théâtre. De son vrai nom Trevor Jones, il le changera en John Duprez afin d'éviter toute confusion avec le célèbre compositeur de Dark Crystal ou de Cliffhanger. Né le 26 novembre 1946 en Angleterre, Duprez a débuté sa carrière musicale en tant que membre d'un groupe de rock comique britannique dans les années 60. Il a ensuite collaboré avec les Monty Python en tant qu'arrangeur ou compositeur sur leurs films et spectacles. Il a composé la musique de plus de 20 films, dont Les Tortues Ninja, Le Sens de la Vie et Un Poisson nommé Wanda, pour lequel il a reçu une nomination au BAFTA. Duprez a également continué à collaborer avec les Monty Python au fil des ans, comme en 2014, où il a contribué à la musique de la comédie musicale Spamalot, basée sur le film Sacré Graal. Alors même si de rares morceaux peuvent paraître un peu datés aujourd'hui, la musique composée par John Duprez pour Un Poisson nommé Wanda est une franche réussite. Une première édition de CD a vu le jour au moment de la sortie du film avec 42 minutes de musique. Une version intégrale et remasterisée éditée par le label français Music Box a vu le jour en 2017 et contient 71 minutes de la bande originale avec des pistes alternatives. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Essentiellement orchestrale avec une touche de rock, de pop et de funk, cette bande originale est surtout d'une grande richesse thématique. Bien sûr, l'humour et le second degré sont présents tout du long de la partition, mais Duprez a également mis en musique des passages d'action bien péchus avec l'utilisation d'un grand orchestre, comme pour la scène de braquage. Il a également écrit des moments pleins de suspense, et même un morceau titré Ken Sadness, et qui tranche avec le reste de l'album par sa tonalité franchement triste. Du moins si on n'a pas eu le film, car la scène correspondante est hilarante, et ce contraste était bien entendu parfaitement assumé. Enfin, et c'est la partie la plus brillante de cette partition, Wanda a droit à 2 thèmes, le second étant une subtile variation du premier. C'est joliment écrit, plein de délicatesse, et c'est le célèbre guitariste John Williams, non, pas le grand compositeur hollywoodien mais son homonyme, qui accompagne ce thème hautement romantique. Le formidable travail de Duprez sur Un Poisson nommé Wanda est la preuve qu'il est possible d'écrire des musiques de qualité pour des comédies, un genre qui n'a que très rarement inspiré les compositeurs.
Il n'y a pas de grande différence entre l'affiche française et l'affiche US. Cette dernière ajoute un 5e personnage qui est un mix entre une sirène et un poisson. La française ne reprend pas cette idée mais conserve la pose des 4 protagonistes, bien que dans une position différente. Elle ajoute un aquarium dans la main de Jamie Lee Curtis qui a droit à un petit sourire contrairement à l'affiche US où elle apparaît plus sérieuse comme ses autres camarades. L'affiche italienne est la même que l'américaine. La petite différence se fait uniquement sur la position des jambes de Jamie Lee Curtis. L'allemande et l'espagnole sont identiques à la française. La japonaise en rajoute toujours un peu avec cette malle qui n'apparaît même pas dans le film, et quelques images ajoutées tout autour. Et enfin, sur l'affiche grecque, les 4 personnages sont mis en scène différemment, mais ça reste dans l'esprit de l'original. Le film est sorti le 15 juillet 1988 aux USA et a séduit immédiatement le public, bien aidé par une presse plutôt dithyrambique. Il rapportera au total 63 millions de dollars pour un budget de 7,3 et restera dans le top 5 pendant 10 semaines consécutives. Il aura fallu attendre 6 longs mois pour sortir de son aquarium un poisson nommé Wanda et l'exploiter dans nos salles à partir du 25 janvier 1989 où il rassemblera plus de 2,2 millions de spectateurs. Le succès est mondial puisque ses recettes totales dépasseront les 188 millions de dollars. Un poisson nommé Wanda est certainement l'une des meilleures comédies noires des années 80. Le film de Crichton et Cleese se délecte de se moquer des stéréotypes. Ni les Britanniques ni les Américains ne sont jamais complètement tirés d'affaire. On pense parfois à la confrontation Moore-Curtis de la série Amicalement Vôtre, en beaucoup plus bâchard. En ridiculisant autant ses personnages, un poisson nommé Wanda ne manquera pas de rebuter certains spectateurs, mais en ces temps difficiles où tout le monde s'offusque de la moindre petite remarque, où tout le monde est obligé de prendre des pincettes afin de ne pas heurter telle communauté ou association, cet humour décapant, cette succession de scènes irrévérencieuses et politiquement incorrectes font un bien fou encore aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas demain la veille que nous reverrons ce genre de comédie. Le film est servi par un casting exceptionnel qui donne vie à des protagonistes excentriques et attachants. John Cleese parvient à transformer l'avocat Archie en un héros sympathique. Dans le rôle de Wanda, Jamie Lee Curtis dégage un côté hyper sexy et ludique. L'ex-Monty Python Michael Palin s'amuse énormément avec le trouble de la parole de son personnage. Enfin, Kevin Kline, qui n'a pas volé son Oscar, est incroyable dans le rôle du petit ami égoïste, névrosé et obsessionnel. Il nous offre un véritable one-man show avec Otto, un intellectuel autoproclamé tellement stupide qu'il pense que le métro de Londres est un mouvement politique. C'est un plaisir de voir Kline construire des nuances dans son personnage qui sont vraiment uniques et incontestablement improvisées. Don't call me stupid. Disappointed! This looks better. Dove il Vaticano? Je ne veux pas gâcher les meilleures parties du film pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais Un poisson nommé Wanda contient un certain nombre de scènes cultes, comme celle où Otto, encore lui, fait une dégustation de poisson cru, ou encore l'immanquable striptease exécuté par Archie, dont l'idée est d'ailleurs venue de Jamie Lee Curtis. Un poisson nommé Wanda est un film au scénario parfaitement construit et intelligent qui n'épargne personne. Rien n'est sacré pour Cleese qui bafoue toutes les définitions possibles du politiquement correct en faisant la satire des homosexuels, des Britanniques, des Américains et des Bègues. C'est brillamment écrit, drôle, rempli de dialogues savoureux et de situations cocasses, et le film avance à un rythme aussi rapide qu'un claquement de fouet. En somme, le meilleur médicament antidépression. No hurry. Sing it. Sing. Plenty of time. Oh, come on! I'm sorry. I'm sorry.
L'édition DVD simple et collector avec un disque consacré aux bonus sont encore trouvables en ligne ou en boutique physique. La qualité est plutôt médiocre, mais suffisante si on s'attache juste au film. Un Blu-ray est sorti en 2011, mais malheureusement non remasterisé, et donc d'une qualité bien en deçà de ce que peut nous offrir habituellement le passage sur ce support. C'est encore une fois aux USA qu'on trouvera un Blu-ray remasterisé en 2017, mais sans piste française ni sous-titres. En 2021, la Fnac a sorti en exclusivité une version Blu-ray avec la version française, mais je ne sais pas si c'est l'édition US remasterisée. À vérifier donc. Voilà, cette rétrospective est terminée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain film. Bye bye.